Alors, je vous propose de commencer. Mes chers collègues, nous entendons aujourd'hui des représentants des juridictions financières. Tout d'abord, Jean-Philippe Vacchia, qui est président de la 4e chambre de la Cour des comptes. François-Roger Casala, conseiller maître, président de la section transport à la 7e chambre. Vincent Léna, conseiller maître à la 4e chambre. Nicolas Brunner, conseiller maître, président de la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon. Et Jacques Schwartz, président de la section à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne-Lorraine. Alors, nous avons souhaité vous auditionner, messieurs, pour que vous partagiez avec nous les enseignements des contrôles que vous opérez en matière de partenariat public-privé. Cette expérience concerne 3 secteurs, les prisons, les hôpitaux et puis aussi les PPP mis en place au niveau des collectivités locales. Vous nous parlerez, je l'espère aussi, de l'impact des PPP sur le budget et les comptes de l'État. Ça intéresse beaucoup la présidente, membre de la Commission des finances, étant rappelé qu'ils doivent être retracés en hors bilan en annexe du compte général de l'État. Je vous informe bien sûr que cette audition est ouverte au public et à la presse, qu'elle fait l'objet d'une captation vidéo ainsi que d'un compte rendu publié. Je vous rappelle que conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vais vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main et de dire « je le jure » l'un après l'autre. Donc, messieurs, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous donne maintenant, si vous voulez bien, la parole pour un exposé qu'on avait convenu liminaire d'une vingtaine de minutes, que vous répartissez. Je ne sais pas où c'est vous, Monsieur le Président, qui parlez. À la suite duquel, de votre exposé, Madame le rapporteur, Madame Virginie Claes, interviendra, vous posera des questions. Et puis les autres membres de la Commission et moi-même interviendront également après. Vous avez la parole. Voilà, je pense que c'est le bon micro. Donc, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, je conduis devant vous une délégation de magistrats qui illustre à la fois la diversité des juridictions financières et la diversité des travaux que nous pouvons faire dans le domaine qui occupe votre commission. Les PPP, c'est un sujet dont la Cour des comptes s'occupe depuis une dizaine d'années, puisque dès 2006, dans un rapport public thématique qui s'appelait « Garde et réinsertion, la gestion des prisons », nous parlions de ce sujet. Donc, je ne reviens peut-être pas sur la définition du PPP que je suppose connue, puisque c'est l'objet même de votre commission. Ce que je voudrais dire, c'est comment les juridictions financières ont eu à connaître des PPP, d'une part à l'occasion de contrôles sectoriels sur certaines catégories de contrats de partenariat et puis sur le contrat de partenariat générique. Comme vous le savez, il y a eu un certain nombre de textes particuliers qui ont institué des formes particulières de contrats de partenariat. Je pense à la LOBJ du 9 septembre 2002. C'est important puisque c'est la loi d'orientation sur la justice, une des lois d'orientation qui a créé les PPP pénitentiaires. Je pense à l'ordonnance de 2003 en ce qui concerne les hôpitaux. Je pense aussi à l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales sur les baux amphithéotiques administratifs des collectivités territoriales. Alors ça, ce sont des catégories particulières. Et puis, il y a la catégorie générique qui est l'objet même d'ailleurs, qui est approché par votre commission, qui est le contrat de partenariat de l'ordonnance du 17 juin 2004 modifiée en 2008. Ordonnance qui établit la catégorie générale de contrat de partenariat, mais en apportant finalement une définition plus restrictive que les occasions, si je puis dire, offertes par les textes particuliers que je viens d'énumérer, notamment, au moins dans le texte, avec les 3 conditions alternatives et non cumulatives d'urgence, complexité et bilan coût-avantage, avec l'avantage au contrat de partenariat, mais avec les réserves d'interprétation que nous connaissons du Conseil constitutionnel dans sa décision
de 2003, mais également dans celle de 2008 sur la loi qui avait modifié le texte de l'ordonnance. Alors, le point de vue des juridictions financières dans cette affaire, je rappelle que nous nous situons dans le cadre du bon emploi des deniers publics. Alors, c'est important, ça fait partie de la définition même des juridictions financières, c'est important de se souvenir que dans la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel de 2003, dans, je dirais, l'équilibre général qui doit être celui de l'administration de la personne publique par rapport au choix du contrat de partenariat, il y a le principe, un certain nombre de principes de valeur constitutionnelle, dont celui du bon emploi des deniers publics. Et nous nous trouvons, c'est ce qui fait notre particularité, nous sommes des contrôleurs a posteriori. Donc il nous faut un certain temps, si je puis dire, pour tirer les leçons, notamment de ces innovations, eu égard à la nature même de ces contrats de partenariat. Alors, pour résumer finalement en très gros à la fois nos observations, notre approche, je dirais que nous avons, par rapport au contrat de partenariat et au mode d'exploitation en partenariat, 5 grandes questions. D'abord, la procédure est-elle régulière? Alors, sachant que c'est d'abord le juge administratif qui va en être saisi, puisqu'il y a très souvent des recours contentieux, par exemple celui actuellement pendant sur le contrat du Palais de justice de Paris. Mais au-delà, il y a d'autres aspects de régularité dont nous pouvons avoir connaissance dans nos contrôles, et notamment, on y reviendra peut-être, la coexistence, si je puis dire, d'un contrat initial et puis d'avenants qui peuvent venir modifier l'équilibre initial. Deuxième question, le partenariat est-il efficace? Efficace, ça veut dire permet-il d'atteindre les objectifs recherchés? Sachant qu'il y en a de 2 catégories. L'ouvrage est-il livré dans les délais et répond-il bien dans sa contexture aux prescriptions du cahier des charges? Mais d'autre part, l'exploitation-maintenance, donc l'exploitation courante et la maintenance, le gros entretien, sont-ils assurés selon les critères, les standards, les exigences du cahier des charges? Sachant que cette seconde question, elle s'examine dans la durée, une durée qui peut aller de quelques années à 30 ans, voire 40 ans. Et ces questions sont absolument essentielles au regard de ce qui fait l'objet même de votre commission, puisque l'appréciation du résultat, notamment sur la durée, c'est l'appréciation, somme toute, du prix du risque payé par le co-contractant de l'administration. Mais c'est aussi le prix du risque de l'administration elle-même. Troisième question, qui n'est pas la même que la deuxième, le partenariat est-il efficient? On peut être efficace sans être efficient. Efficient, c'est-à-dire la formule permet-elle d'arriver au but recherché au meilleur coût? Et ceci suppose que l'on puisse faire des comparaisons entre une construction ou une exploitation en partenariat avec une solution dans laquelle on serait en maîtrise d'ouvrage public et en exploitation en service public direct. Donc ça suppose des comparaisons. Et on y reviendra parce que c'est compliqué. Quatrième question qui est très importante du point de vue, Madame la Présidente, qui vous intéresse, qui est la question de la soutenabilité budgétaire. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences en termes d'engagement de dépenses d'investissement, mais aussi de dépenses de financement et d'exploitation qui vont impacter tel programme budgétaire de l'État ou tel budget d'établissement public sur une très longue durée. Et à l'avantage évident que représente souvent le contrat au départ, succède souvent le risque d'une rigidification importante de la dépense publique sur une longue période. Et je pense que, mes collègues le rediront, c'est un sujet véritablement de préoccupation pour la dépense publique. Cinquième question, et qui, je crois, vous intéresse aussi directement, Madame la Présidente, c'est comment, en comptabilité nationale et en comptabilité générale de l'État, sachant que mutatis mutandis, ce sont les mêmes raisonnements qui s'appliquent à la comptabilité des collectivités locales, eh bien, les engagements qui sont pris sont-ils effectivement correctement reflétés dans le bilan, le compte de résultat, bien sûr, le bilan et le hors-bilan de l'État ou d'une autre personne publique. Alors, si vous le voulez bien, et très rapidement, 3 illustrations. D'abord avec Vincent Léna qui va vous dire en 2 mots quelques leçons au prisme de ces questions sur les PPP pénitentiaires. Jacques Schwartz, quelques leçons sur les PPP hospitaliers. Et Nicolas Brunner, quelques leçons sur les PPP des collectivités territoriales. Vincent Léna parlera d'un rapport au titre de l'article 58.2 de la LOLF
qui a été présenté en 2011 à la demande de la Commission des finances du Sénat. Jacques Schwartz va vous parler des PPP hospitaliers qui figurent dans le rapport public annuel présenté tout à l'heure par le premier président Didier Migaud au Sénat. Et Nicolas Bronner vous parlera d'une enquête encore en cours. Alors, si vous le permettez, Vincent Léna. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Alors, vraiment très rapidement, puisque il s'agit d'un rapport qui date déjà de 2011, qui n'a pas été actualisé, mais qui venait à la suite d'un premier rapport en 2006 et d'un autre en 2010. Donc c'est l'un des secteurs où la Cour a pu regarder sur la durée le résultat des contrats de partenariat, sachant que les contraintes qui pèsent sur la justice, notamment les contraintes en termes de place et de réfection du parc immobilier des prisons, ont fait que c'est probablement le premier secteur où l'État s'est posé la question du recours au privé. Et on rappellera en particulier la loi Chalandon de 1987 qui a vraiment lancé le mouvement en France, après d'autres pays, de confier la gestion d'un certain nombre de services qui étaient jusque-là du domaine du régalien, mais qui ira jusqu'à confier au privé la conception et la réalisation, y compris de manière totalement intégrée à travers la dernière génération de contrats de partenariat issus de l'ordonnance du 17 juin 2004. Donc je ne reviens pas sur l'historique et la sophistication croissante des contrats de partenariat pilotés par le ministère de la Justice avec l'aide de l'Agence pour l'immobilier de la justice, l'APIJ, qui est pour le compte du ministère, l'agence qui en particulier constitue les cahiers des charges de plus en plus sophistiqués qui permettent la réalisation de ces contrats de partenariat. S'il y a peut-être deux observations à retenir de ces travaux de 2011, et pour partir de la grille proposée par le président Vacchia, c'est d'une part des remarques, je pense, importantes en termes d'efficience de ces contrats de partenariat, puisque finalement, on s'est aperçu que le recours à ces contrats était très volontariste, on va dire, de la part du gouvernement. On connaît les arguments principaux, qui sont les arguments budgétaires, même si à partir de 2009, c'est comptabilisé dans le bilan ou dans le hors-bilan de l'État, mais c'est d'abord principalement des arguments de nature budgétaire et un certain volontarisme. On se souvient par exemple en 2007 de l'argument selon lequel les contrats de partenariat contribuent à la politique de relance aussi du secteur privé et de l'économie. Parce que les évaluations préalables qui sont rendues obligatoires par l'ordonnance de 2004 ne sont pas biaisées, mais elles permettent de passer les contrats de partenariat à travers une grille qui a pu faire l'objet de quelques critiques de la Cour des comptes, puisqu'à travers l'analyse des coûts puis de l'avantage socio-économique, comme on a dit, des PPP, on s'aperçoit que si la grille retenue en particulier par la MAP, par la mission d'appui des partenariats privés, a toujours un peu privilégié par définition le recours à ces contrats de partenariat public-privé, en surévaluant notamment, c'est ce que pense la Cour, le facteur d'intégration du risque pris en charge par le secteur privé et qui permet globalement d'accorder un avantage à la formule du contrat de partenariat. Voilà, sur le fond, et toujours en termes d'efficience, l'efficacité du recours au partenariat n'est pas contestable. On a pu se rendre dans un certain nombre d'établissements, on s'aperçoit que le travail est bien fait, même si on a pu constater qu'il n'était pas non plus hors de portée de la gestion publique dans les différents domaines. Mais on considère que du point de vue de l'efficacité, la Cour n'a pas grand-chose à en dire. C'est peut-être en termes donc d'efficience que la Cour s'est posé le plus de questions, puisque on n'a pas vraiment d'instruments de mesure
permettant de manière globale et dans ce domaine de comparer le référentiel qui n'existe plus vraiment d'une gestion publique avec cette formule des contrats de partenariat. Donc la Cour s'est posé quelques questions sur ce sujet. Mais les principales questions qui ont pu être soulevées à travers ce rapport, c'est précisément celle autour de la soutenabilité budgétaire des contrats de partenariat public-privé, avec d'une part la montée en puissance très très forte des crédits consacrés à la gestion déléguée, ce qu'on appelle la gestion déléguée, qui est bien au-delà, bien entendu, des contrats de partenariat et qui concerne de plus en plus de services qui aujourd'hui sont délégués à des entreprises privées et qui, de manière contractuelle, évidemment, progressent beaucoup plus vite que les crédits correspondant à la gestion publique du ministère, y compris à travers un effet d'éviction qui peut, pour une partie du parc, on l'a pu l'observer par exemple en matière de maintenance, ou pour les maisons d'arrêt, pose la question des crédits publics consacrés à ce type de dépenses. Deuxièmement, ce qu'on a pu voir en termes de soutenabilité budgétaire, c'est le risque que fait peser à long terme sur le budget la croissance non pas modérée mais exponentielle des crédits consacrés au loyer des PPP dans les différentes dimensions, l'investissement, les frais financiers, l'investissement, qui pose à l'évidence un problème de soutenabilité, non pas seulement à long terme, mais aussi à moyen terme. Et la Cour, en 2011, s'interrogeait en particulier beaucoup sur la soutenabilité du nouveau programme immobilier qui avait été décidé à l'époque et qui risquait de se traduire par une dépense multipliée par 6 d'ici 2017, ce qui posait à l'évidence des problèmes importants pour la soutenabilité du budget du ministère de la Justice. Bon, il faut préciser que d'ici là, mais vous le savez mieux que nous, ce nouveau programme immobilier a été en partie gelé. Peut-être que les observations de la Cour ont pu y contribuer parce que vraiment la Cour avait un petit peu adopté un ton alarmiste sur la montée des loyers en publiant en particulier des tableaux qui montraient la croissance rapide de ces crédits. Et donc, au-delà des effets d'éviction qu'il y avait pour une partie du budget du ministère, qui posait vraiment la question de la soutenabilité à moyen terme de ce type de dépenses. Voilà. Si vous voulez bien, maintenant, Jacques Schwartz va parler des PPP hospitaliers. Ça va mieux avec un micro. Je vais rapidement rendre compte d'un rapport qui est devenu public désormais, puisqu'il a été présenté, ça a été dit précédemment. Mon intervention va se situer sur 5 points. Le premier, le pilotage même du dispositif des PPP, du partenariat public-privé, la tenue des dialogues, le dialogue compétitif qui est un dispositif qui est au centre de ce modèle de gestion et de négociation de la commande publique, le partage des risques à l'intérieur de ces contrats et des approches en termes d'efficacité, d'efficience. Et pour terminer, des éléments sur la soutenabilité à la fois budgétaire et financière pour les établissements hospitaliers. Donc notre enquête, qui est une enquête réalisée dans une formation commune, Cour, Chambre régionale des comptes, s'est attachée à vérifier si les avantages attribués au partenariat public-privé ont été réellement exploités et si les enjeux financiers ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre-là. Alors je viens sur le premier point, sur le pilotage et le suivi. L'enquête s'est centrée sur des opérations qui ont été réalisées dans le cadre d'un plan hôpital, un plan hôpital 2007. En réalité, des investissements qui ont été initiés sur la période 2003 à 2007, et nous nous sommes tenus à l'écart, enfin, nous nous sommes centrés sur ce type de dispositif simplement, en sachant qu'après 2007, un nouveau plan s'est ouvert 2012, qui est en cours de réalisation, et les opérations en question que nous avons eu l'occasion d'étudier sont achevées. En matière de pilotage, 2 mots, il a été à l'expérience, et notre enquête l'a montré, faible. C'est essentiellement la volonté de faire. Il s'agissait tout simplement de réaliser des opérations, de les financer. C'était un mode de financement.
À ce moment-là, le financement était n'entrait pas du tout dans le même jeu des règles comptables, étant donné que c'était des informations hors bilan. Et par conséquent, ça pouvait être utilisé par certains comme un élément pour, je dirais, faciliter certains financements, en sachant que la situation des hôpitaux était dans une situation difficile. Donc les critères normalement retenus de l'urgence, de la complexité et le bilan économique sont des critères qui, normalement, figurent dans les diverses ordonnances, ont relativement peu joué, n'ont pas joué le rôle vraiment sélectif à ce niveau-là. J'en viens maintenant aux conditions de réalisation même, c'est-à-dire les phases qui mettent en présence un donneur d'ordre, ici un ordonnateur, un directeur d'hôpital et son équipe, et un opérateur, donc le futur preneur du partenariat public. Je qualifierai d'un mot, ce que nous voyons à ce niveau-là, c'est que la manière dont les contrats sont rédigés, souvent de façon elliptique, risque d'ouvrir la voie à des interprétations multiples et variées, en sachant que c'est quand même des contrats qui vont durer jusqu'à 30 ans. Et nous nous situons dans un secteur réputé dynamique, c'est-à-dire où l'investissement est quelque chose d'assez courant. Les évolutions des techniques de soins sont tout à fait évolutives et nécessitent des interventions. Or, là, il y a quand même, selon la qualité du contrat, il y a peut-être des difficultés potentielles. J'en viens donc sur le point suivant, le partage des risques. C'est l'occasion justement de purger un certain nombre de choses et d'être relativement précis sur ces questions-là. Là aussi, la qualité des contrats montre un certain nombre de faiblesses dans ce que nous avons pu observer, et je le relis au point précédemment développé. J'en viens donc à l'efficacité et à l'efficience des PPP. Sur la question d'efficacité, la définition a été donnée par le président il y a un instant. Je le situerai sur 2 points. Le respect des délais. Alors là, pas de difficulté. D'ailleurs, c'est l'intérêt du preneur de respecter les délais, puisque sa rentabilité, la rentabilité de l'opération pour lui, est liée justement au bon démarrage et dans de bonnes conditions. On peut même donner un exemple, un petit peu quand même. Dans une réalisation, un opérateur a été en mesure de livrer un chantier avec 6 mois d'avance. Et bien évidemment, c'était prévu au contrat, et le rapport de la Cour mentionne le chiffre, 600 000 € de gratification prévue par le contrat. Donc, le respect des délais, là, en termes d'efficacité, pas trop de difficultés. Il y a le contre-exemple. Il y a un contre-exemple que vous verrez également, que vous pourrez lire dans le rapport de la Cour, c'est le transhospitalier sud-francilien. Cette opération a été effectivement réalisée. Les éléments sont décrits en 2 pages dans le rapport, donc je ne vais pas du tout le développer ici, mais je suis prêt à répondre à certaines questions. Au moment de la livraison, 7000 réserves sous constat d'huissier. Ça montre la difficulté quand même de ce processus-là. Sur la soutenabilité budgétaire, un point. L'évolution des normes comptables nous donne un meilleur regard sur ce dispositif. Je l'ai dit à l'entrée de mon exposé, jusqu'en 2009, il n'y avait pas de règles qui fixaient une inscription et de considérer que les PPP étaient un élément de financement. Eh bien, ceci est rétabli désormais et on a dans les contrats et dans l'exécution et dans les comptes surtout des établissements une meilleure visibilité de ce type d'opération. J'en termine à ce niveau-là et je prêterai à d'autres questions si vous voulez bien m'en poser plus tard. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que le temps passe. Donc très rapidement, Nicolas Brunner va parler des PPP des collectivités locales et je terminerai sur les aspects comptables. Oui, donc Madame la Présidente, très rapidement, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites et qu'il y a des caractéristiques communes au contrat qu'on retrouve évidemment au niveau des collectivités locales. En décembre 2013, il y avait 143 contrats de partenariat public-privé signés dans les collectivités locales pour un montant qui atteindrait 3,2 milliards. Donc on est à la fois sur un grand nombre, mais sur des sommes qui évidemment sont beaucoup moins importantes que pour les contrats de l'État. Et on note un certain ralentissement
du nombre de projets de PPP depuis 1 an ou 2. Donc, certains ralentissements. Alors, les chambres régionales des comptes s'intéressent de près aux contrats de partenariat depuis quelques années, du fait de leur multiplication et puis de l'incidence que ces contrats ont sur la situation financière des collectivités. C'est le problème de la soutenabilité budgétaire qui était évoqué. Alors, nous sommes en train de réaliser une enquête donc, qui n'est pas encore publique, qui devrait déboucher sur une insertion au rapport public de l'année prochaine, dans 1 an. Donc, je vais quand même pouvoir vous donner quelques grandes lignes des premiers constats qu'on a pu faire à partir de cette enquête qui repose sur une vingtaine de contrats de partenariat déjà investigués. Alors, les points auxquels on s'intéresse, évidemment, ont déjà été cités. Les risques juridiques, la question de l'efficience, de l'efficacité et de la soutenabilité budgétaire, deuxième point, et troisième point, le suivi. Alors, sur les risques juridiques, ça a déjà été dit, le critère qui est souvent mis en avant, celui de la complexité, pas toujours solidement démontré. Et on peut toujours utiliser la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour suppléer tout risque en matière de marché public lorsqu'il y a une opération complexe. Deuxième risque juridique, c'est bien entendu tout ce qui concerne la négociation et l'attribution de ces contrats aux entreprises. On note que la procédure de dialogue compétitif n'est pas toujours bien respectée. Ça se fait toujours un peu dans la précipitation, avec des analyses sommaires des besoins, des délais de consultation très serrés. Et on a l'impression souvent que le bénéficiaire est choisi à l'avance, qu'on déguise ça, évidemment, à travers une procédure de dialogue compétitif. On a des contrats qui sont souvent déséquilibrés, avec des durées importantes, des redevances élevées, 20 à 30 ans, qui est la règle générale, ce qui hypothèque lourdement les budgets des collectivités pour très longtemps. Et il y a souvent, en plus, des avenants qui déséquilibrent les contrats. Alors, sur le plan le deuxième point, l'efficience et l'efficacité, là encore, les premiers bilans d'exécution, parce qu'on commence à avoir un recul de 3, 4, 5 ans pour examiner ces contrats, on observe que, d'une part, le choix du contrat de partenariat est souvent effectué a priori, sans réelle démonstration préalable de son efficience par rapport aux autres formules. Marché, bail amphithéotique, DSP, etc. Alors la question de la soutenabilité budgétaire, évidemment, se pose lorsqu'on commence à regarder l'exécution des contrats. On a des loyers, comme ça a été dit, qui obèrent fortement l'autofinancement et limitent la capacité d'investissement des collectivités, avec un effet d'éviction qui a été présenté tout à l'heure. Et puis aussi des effets sur l'endettement et les engagements de la collectivité, même si maintenant, depuis l'application des nouvelles règles comptables, on ne peut pas déguiser, je dirais, l'endettement de la collectivité en ne prenant pas en compte ces contrats, donc ils sont bien intégrés, ce qui peut d'ailleurs avoir une influence forte sur la situation financière, voire la notation des collectivités. On a vu une collectivité importante voir sa note régresser du fait qu'elle avait passé un important contrat de partenariat. Évidemment, je ne peux pas citer les collectivités parce qu'on est en cours d'enquête et de contrôle. Et on s'aperçoit a posteriori souvent que le bilan financier est plutôt défavorable. Pas a priori toujours favorable, mais plutôt généralement défavorable. Alors surtout du fait qu'il y a des glissements, il y a des avenants, il y a des évolutions qui vont généralement dans le sens qui est favorable aux entreprises et défavorable à la collectivité. Alors néanmoins, en termes d'efficacité, on peut noter que dans certains secteurs, je dirais, le contrat apporte un plus au service rendu. L'exemple de l'éclairage public est souvent repris parce que c'est dans les collectivités le contrat le plus courant. C'est le contrat qui porte sur l'éclairage public. On s'aperçoit en général que lorsqu'il y a un PPP, on a non seulement un éclairage plus compétitif, le plus efficace, mais surtout des économies d'énergie, puisqu'on a pu éventuellement choisir des formules qui permettent d'économiser aussi l'électricité. Mais ceci se fait souvent au prix d'un doublement pour la collectivité du coût du service. C'est-à-dire que c'est un meilleur service, mais il coûte 2 fois plus cher. Voilà. Alors, le dernier point,
que je voulais aborder, c'est celui du suivi, enfin la question du suivi des contrats, puisqu'on s'aperçoit que les contrats ne sont pas très bien suivis de la part des collectivités, qui souvent n'exigent même pas les rapports actuels, les rapports annuels qui sont obligatoires. Et quand il y a ces rapports, ils ne sont pas suffisamment analysés. Et il y a très peu de moyens qui sont affectés, moyens humains, au suivi de ces contrats, alors en quantité comme en qualité, avec des agents qui ne sont pas toujours formés, notamment dans les plus petites collectivités. Et puis on s'aperçoit, ce sera ma dernière observation, qu'il y a souvent des contentieux qui apparaissent dans la phase d'exécution, avec des pénalités, des indemnités dues qui ne sont pas toujours versées, des contentieux qui naissent, parfois des transactions coûteuses pour la collectivité et des annulations même de contrats, notamment sur le fondement de l'absence de complexité. Voilà, j'en ai terminé. Voilà. Alors, ce que je voulais souligner, c'est effectivement un grand souci de la Cour en ce qui concerne la soutenabilité budgétaire. Je voulais vous indiquer qu'à l'occasion, donc dans le secteur qui est le mien, à l'occasion donc des travaux sur l'exécution de la loi de finances 2013, dont nous allons, vous savez que nous présentons chaque année un rapport sur l'exécution du budget, assorti de NEB, note sur l'exécution du budget. Dans la NEB Justice, on reviendra précisément sous l'angle de la soutenabilité et du chiffrage des autorisations d'engagement sur les questions générées par les PPP, puisque nous avions quand même fait des recommandations à ce sujet-là dans les précédentes NEB. Alors, je voulais souligner les questions comptables qui ont été évoquées. Donc, sur la comptabilité, il faut bien voir deux aspects, deux catégories, la comptabilité nationale, la comptabilité générale. Comme vous le savez, ce sont les instruments de la comptabilité nationale, selon des règles fixées par Eurostat qui permettent de calculer le déficit maastrichtien et ainsi que la dette des administrations publiques. On pouvait, jusqu'à 2009, on avait des doutes sur l'intégration ou pas des PPP, je dirais, dans la dette publique des États, parce qu'on faisait une interprétation qui disait le risque est plutôt porté par le co-contractant, donc on ne les met pas. Changement d'optique en 2009, à partir de 2009, on met les PPP dans la dette publique des États sur la base du critère de risque. Bon, je simplifie outrageusement, bien entendu. Ça, c'est la comptabilité nationale. Et on a la même évolution en comptabilité générale. Là aussi, la doctrine comptable a évolué. Il y avait des avis divergents sur la manière de retracer les PPP dans les documents comptables, aussi bien de l'État que des collectivités locales. On considérait que c'était une forme d'externalisation de la dette, et c'était comme ça que c'était pratiqué. Ce n'était pas irrégulier, puisque les normalisateurs n'étaient pas d'accord entre eux. Il y avait des divergences d'interprétation. Depuis 2011, il y a une norme, la norme comptable générale de l'État est extrêmement claire. C'est la norme numéro 6 sur immobilisation corporelle, qui prévoit bien que pour cette catégorie précise, d'une part, il s'agit d'une catégorie particulière d'immobilisation, quand bien même c'est une construction sous forme de bail, c'est une immobilisation contrôlée par l'État. Et d'autre part, à hauteur du financement public, c'est bien une dette qui doit être inscrite comme telle au passif de l'État. Et je peux vous indiquer, je m'en suis encore assuré, que lorsque nous faisons nos travaux de certification des comptes de l'État, nous nous assurons qu'il y a une exhaustivité du recensement des PPP pour le calcul de la dette. Et d'ailleurs, dans l'annexe au compte général de l'État, vous avez un recensement des principaux PPP. Mais en amont de la livraison du bien, de l'ouvrage, c'est-à-dire avant, la dette n'apparaît qu'au moment où l'ouvrage est livré. En amont, il y a un engagement hors bilan qui doit figurer dans l'annexe au compte général de l'État. Et j'ai vérifié, il y a bien l'engagement et Ecomove. Je n'entrerai pas dans le détail. Vous savez qu'il y a en plus doit figurer les garanties au titre de cession de créances d'AI, etc. Tout ceci doit figurer et figure, si vous voulez, en annexe au compte général de l'État. Et alors, je reprends ce qu'ont dit mes collègues. Ce qui vaut pour l'État vaut également pour les hôpitaux ou les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, la conclusion à tirer de tout ceci, elle est extrêmement simple. Le recours au PPP ne diminue pas, non seulement il ne diminue pas en réalité, mais il ne diminue pas l'endettement comptable des personnes publiques concernées. C'est de la dette. Dans tous les cas, c'est de la dette.
Je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, mais on pourra revenir sur ces sujets comptables, sachant qu'on a été obligé d'aller très vite, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur le Président.